de l'équipe? Est-ce qu'il y a? Oui, ils sont là. Ils sont là. Très bien. On peut démarrer, docteur Mango, ou on attend encore quelque chose? Oui, ça va. Je dois juste activer le micro du docteur Matimo. Oui, bon, c'est bon. Bon, Ils sont avec nous. C'est bon. alors, normalement, la conférence que dure combien de temps? C'est jusqu'à quelle heure? C'est pour 1 heure. C'était pour 1 heure. 1 heure. OK. Et donc, il y a trois intervenants, c'est ça? Oui, Docteur Monserré, docteur Matimbo et docteur Darabou, c'est ça? oui, professeur. OK. Est-ce qu'il faut prévoir un temps d'échange des questions? Oui, un temps de 30 minutes pour les échanges. Très bien. Si c'est 30 minutes, donc il restera 1 heure et demie. Oui, Non, et pas non, pas 1 heure et demie parce que tu nous donnes 1 heure. Mais il faut qu'ils aient fini à 50. S'ils sont trois, il faudrait que chacun prenne, on va dire, une dizaine ou une quinzaine de minutes de présentation, pas plus. Comme ça, même pas. Il faut 10 minutes de présentation, comme ça, il y a ça 30 minutes et les 30 autres minutes d'échange. C'est ça? c'est bon. Ça Oui, va être cher court maître. pour eux, hein, mais ils vont essayer. C'est Très très bien. court, professeur. Là, ouais, t'as 10 minutes, ça va être très court, hein. Euh, et vous avez des gens connectés déjà, l'assistance? Docteur Mango. Oui, l'assistance, oui, ça va, mais qu'il y a certaines personnes qui ont des soucis techniques. Ils pourraient nous rejoindre OK, d'ici quelques instants qu'on continue. très bien. Alors, on va essayer, docteur Monserre, de faire en 12 minutes chacun. Ça va faire, on va peut-être tricher un peu, ça fera 36 minutes. Il faut laisser quand même un peu de temps à la discussion, ils parlent d'1 heure. Je ne sais pas si la possibilité de déborder de 5-10 minutes, docteur Mango, parce que 12 Oui, minutes, c'est que ça va être juste. oui, Ce c'est qui aurait possible. été bien, c'est qu'ils aient un quart d'heure maximum chacun. Et puis après, on peut prendre 15-20 minutes d'échange, hein. Oui, oui, Très cher maître. bien. Alors, bonne soirée à tout le monde. Je ne sais pas, pour ceux qui sont déjà à l'heure, je ne peux pas me connecter euh, au niveau vidéo. Je ne sais pas si c'est le même problème partout. En tout cas, je Non, vous entends très bien. oui, on arrive à vous Oui? voir. Alors, vous me voyez? Moi, je ne vois pas. OK. Oui. Donc, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Et merci aux intervenants qui sont là. Nous allons parler du cancer colorectal aujourd'hui, du diagnostic à la prise en charge. Je crois que je vois là le planning tel que c'est fait. Il y aura trois intervenants, tous des spécialistes. Docteur Monserré, qui va faire un point sur l'épidémiologie, dépistage et prévention. Docteur Matimbo. Docteur Matimbo, vous m'entendez? Il a le micro. Je vous entends, professeur. Et vous, vous allez parler donc de quoi? Je vais parler de l'étiologie, je vais parler de physiopathologie de manière succincte, ainsi que les Alors, on ne vous a pas bien circonstances du entendu. diagnostic. C'est pas grave, le temps qui se règle. Et je sais que docteur Darb, vous devez parler de la thérapeutique. Voilà. Alors, on va se faire succinct. Regardez la montre devant vous. Il est 20h15 sur ma montre. Docteur Monserré, à vous. À 12 minutes, je vous préviens qu'il vous restera 2 ou 3 minutes. On vous écoute, docteur Monserré. Merci, professeur, pour la parole. Merci beaucoup à l'assistance de vous être joint à ces webinaires qui parlent de cancer colorectal. Et donc, je vais aborder les aspects s'agissant de l'épidémiologie, du dépistage et de la prévention. Donc, voici les plans. Sur les plans mondial, les cancers colorectals constituent un enjeu important en termes de santé publique. C'est un Globocan, vous savez, c'est cette grosse plateforme qui collige tous les cas de cancer dans le monde. Ils ont compté environ 1 850 000 nouveaux cas de cancer colorectal par an. Ça, c'est les données de 2020. Et en termes de mortalité, les cancers colorectal a tué un tout petit peu plus de 880 000 patients. Les données de France montrent que la prévalence, en termes de prévalence, c'est le troisième cancer en France, avec une incidence d'environ 420 000 cas par an, avec une mortalité de l'ordre de 17 000 décès par an. Et quand on considère la survie à 5 ans, tout ça confondu, on voit que c'est environ 60%. Et ces cancers colorectales se répartissent
en termes des cancers sporadiques, 60%, des cancers avec une composante familiale, 35%, et des cancers qui surviennent dans un contexte des prédispositions génétiques. On va voir des détails plus tard qui représentent environ 5%. Les données africaines venant du même Globoscan montrent que environ 3,4% des nouveaux cas de cancers colorectaux sont survenus en 2020 et 4,6% des décès par cancer colorectal étaient survenus la même année en 2020. Plus proche de nous, au Congo-Brazzaville, on voit que les cancers colorectals se situent à la 5e place de tous les genres de cancers confondus, avec une incidence d'environ 6,3 pour 100 000 habitants, et les cancers colorectals étaient à la base d'environ 4,4% des décès liés au cancer en 2020. Qu'en est-il de chez nous, en RDC? Nous savons qu'on a des problèmes de données fiables à l'absence de manque des registres nationaux des cancers, mais on sait que ces problèmes pourront éventuellement être corrigés parce que depuis 2020, nous savons qu'il y a le Centre national de lutte contre les cancers qui a comme mission, entre autres, de créer une base de données fiable qui permettra d'avoir des données des patients souffrant de cancer en RDC. Mais qu'à cela ne tienne, il y a des études, certes souvent monocentriques, qui ont été réalisées, qui nous permettent d'avoir une certaine idée de l'ampleur du problème chez nous. En 2016, Chimpi et collaborateurs, après une année d'exercice à la clinique Marie-Yvette, ils ont colligé à peu près 62 cas de cancer diagnostiqués entre mai 2015 et juin 2016. Et parmi ces cancers-là, 32% c'était des cancers colorectaux. Une étude menée à l'hôpital général de référence de Kinshasa, l'actuel CHU le CHU Renaissance, entre 2010 et 2017, pour 708 cas de cancer, 95 c'était des cancers colorectaux, ce qui représente à peu près 13% de tous les cancers, et 14,7% de ces cancers, c'était des cancers colorectaux. Quels sont les principaux facteurs de risque? Il y a des caractéristiques cliniques et ce qui concerne les antécédents. Par rapport aux caractéristiques cliniques, on sait que les cancers colorectaux augmentent, son incidence augmente avec l'âge. On estime qu'environ 90% de tous les cancers colorectaux surviennent après l'âge de 50 ans. L'obésité est un facteur de risque. Les types d'alimentation, pauvres en fibres ou riches en viande, exposeraient à développer les cancers colorectals. La prise d'alcool et des tabacs constituent également des facteurs de risque. En ce qui concerne les antécédents personnels, notamment d'adénome ou des maladies inflammatoires chroniques, surtout après une évolution, après une certaine année d'évolution, les facteurs de risque s'accroît. Et sur le plan familial, quand on a eu un apparenté, surtout au premier degré, qui a fait un adénome, voire même un cancer colorectal, nous sommes soi-même à risque de développer un cancer colorectal. Comment est-ce qu'il faut faire les dépistages? Alors, les dépistages, il faut noter que c'est différent de la prévention, parce que les dépistages a pour but de détecter des lésions à un stade précoce, soit au stade d'adénome ou tout au plus à un cancer colorectal, mais très localisé, qui permettra donc de les rendre curables. Ce qui permet également de réduire la mortalité spécifique liée à ces problèmes-là, et les bénéfices obtenus dans cette stratégie de dépistage peut être maintenus dans les temps. Pour faire ce dépistage-là, il ne faudra pas considérer tous les patients au même titre. Il faudra regrouper les patients en fonction de risques. Il est classiquement reconnu 3 groupes à risque. Donc, il y a des patients à risque moyen, des patients à risque élevé et des patients à risque très élevé. Donc, on va essayer de le voir dans les détails. Premièrement, la catégorie des patients avec un risque moyen. C'est quoi? C'est toute la population générale du moment où les patients atteignent 50 ans d'âge. Donc, quand on a 50 ans, on sait que le risque de développer une lésion précancéreuse est élevé et il faut donc commencer les dépistages en ces moments-là. Alors, ces données sont des données
provenant des études pour la plupart européennes, en tout cas occidentales. Et notamment en France, la stratégie qui a été adoptée, c'est que quand les patients ont 50 ans, on lui fait passer un test immunologique qui va rechercher les traces des sangs. Et quand ce test est positif, alors ça va permettre à ce que les médecins traitants puissent envoyer les patients vers son gastro-entérologue pour mettre en place la réalisation d'une coloscopie. Et quand ce test est positif, ce test immunologique de recherche des sangs est positif, ce qui arrive, les patients étaient adressés au gastro-entérologue pour une première coloscopie. Les plus souvent, dans près de 66% des cas, la coloscopie est anormale. Cette coloscopie anormale permet le plus souvent de retrouver des adénomes dans 18% des cas, des adénomes avancés dans 31% des cas, mais quand même déjà des cancers colorectaux les plus souvent localisés dans près de 8% des cas. Et il est admis environ 40% des cas, cette coloscopie-là peut être normale malgré que les tests immunologiques étaient positifs. Dans ces mêmes groupes de patients à risque moyen, on sait que quand le patient a en plus d'autres facteurs de risque associés, son niveau de risque peut passer de moyen à élevé, c'est-à-dire atteindre plus de 10%. Et pour cela, plusieurs scores ont été étudiés pour essayer de rattraper cette catégorie de patients qui seraient normalement à un risque moyen, mais avec les comorbidités qu'ils ont, les risques vont être accrus. Plusieurs scores ont été utilisés, mais c'est surtout les scores de Kamensky qui a été retenu pour faire en sorte que le dépistage chez ces patients-là puisse être un peu plus poussé. Et il est admis que les patients qui auront un score de Kamensky à plus de 5 devraient bénéficier immédiatement d'une coloscopie de dépistage. Voici donc les éléments qui rentrent en ligne de compte pour faire les calculs de ces scores-là. Vous voyez, hein, classiquement, il y a l'âge, antécédent familial des cancers colorectal, surtout les sexes masculins, les tabagismes et l'obésité. Donc, si je prends un exemple, un patient de 60 ans, il a déjà 3 points. Si en plus c'est un homme, ça lui fait 2 points, ça fait 5. Pour autant qu'il ait une notion de tabagisme avec 11 paquets années, ça lui fait encore 1 point, donc ça fait 6 points. C'est un patient qui devra bénéficier immédiatement d'une coloscopie de dépistage. Le deuxième groupe de patients, c'est des patients avec un risque élevé. C'est quoi? C'est des patients avec un antécédent personnel d'adénome ou de cancer colorectal, ou c'est des patients qui ont un apparenté au premier degré qui a fait un cancer colorectal, ou des patients qui ont une MICI avec une certaine évolution en termes d'années. Chez ces patients-là, une coloscopie devrait être réalisée à partir des 45 ans, ou si c'était un ascendant qui avait fait le cancer, ben, il faudra que la coloscopie se fasse 5 ans avant les cas index. Ça veut dire que si les patients index avaient 45 ans au moment du diagnostic, eh bien, pour les ascendants, la coloscopie devait être faite à partir des 40 ans. Le troisième groupe des patients, c'est des patients à risque très élevé. Cette catégorie regroupe des patients qui ont des syndromes particuliers, notamment les syndromes de Lynch. Hein, vous savez, cette maladie caractérisée par une mutation du gène HNPCC qui expose les patients à développer plusieurs cancers, notamment les cancers du côlon, mais pas que ça. Il y a la polypose adénomateuse familiale qui expose aussi les patients avec la mutation du gène APC à développer, surtout les cancers de côlon. Alors, chez cette catégorie des patients, la coloscopie devra être réalisée très, très tôt, habituellement autour de l'âge entre 20 et 25 ans. Et cette coloscopie, elle est normale, elle doit être répétée tous les 2 ans pour aller rechercher des lésions précancéreuses et pouvoir traiter cela. On a dit que le dépistage se fait par coloscopie, mais cette coloscopie doit être de bonne qualité. Cela suppose que, comme vous voyez sur l'image, qu'on a bien vu l'orifice appendiculaire, ce qui veut dire que la coloscopie a été totale. On a bien identifié même si l'intérieur
et surtout dans le côlon. Et ça doit être un côlon bien propre, comme vous voyez au niveau sigmoïde, on voit très bien la muqueuse. Au niveau du rectum, on voit également complètement la muqueuse. Donc, pas n'importe quelle coloscopie de bonne qualité. Pour que la coloscopie soit dite de bonne qualité, ici, il faut qu'il y ait une préparation suffisante. On admet habituellement que pour chaque segment, selon une classification qu'on appelle de Boston, ce score doit être au moins supérieur à 7. Donc, il faut qu'il y ait au moins 2 points dans chaque segment. Et il faut qu'on ait visualisé, je l'ai dit, l'orifice appendiculaire. Et il est quelque chose de très important à signaler, c'est le temps de retrait de l'endoscope. L'examinateur doit pouvoir prendre du temps pour examiner toute la surface muqueuse et on admet que ce temps doit être supérieur à 6 minutes. Un examen fait en moins de 6 minutes expose au patient de passer à côté des polypes. Et il faudra que, évidemment, l'endoscopiste ait une formation adéquate qui lui permette d'avoir un taux de détection d'adénome autour de 20%, et surtout des 45% si les patients avaient bénéficié d'un test immunologique qui était positif. Et l'endoscopiste doit pouvoir être capable de cathétériser l'iléon dans plus de 85% de son examen. Donc, la qualité de l'examen, c'est quelque chose de très important parce qu'on parle du dépistage pour pouvoir dire que le patient a ou pas un polype. Quand une coloscopie n'est pas possible pour l'une ou l'autre raison, quelles sont les alternatives? Il vous Habituellement, elles reste sont 2, trois. 3 minutes, docteur Monseré. Je vais accélérer, professeur. Il y a la coloscopie virtuelle. C'est un scanner normal, mais qui permet une reconstitution en 3 dimensions des images qui permettent de visualiser l'intérieur du côlon. Là, on peut voir qu'en reconstruction 3D, on retrouve un polype. Il y a les coloscanners et la vidéocapsule colique. On ne va pas rentrer dans le détail, faute de temps. Après avoir dépisté des lésions, ben, il faut la prévention. La prévention veut dire traiter les lésions précancéreuses qui ont été diagnostiquées. Donc, l'intérêt serait de diminuer les risques de développer des lésions précancéreuses, de diminuer l'incidence et donc la mortalité liée au cancer. Et ces bénéfices-là se maintiennent même 10 ans au-delà du moment de la prévention. Donc, la prévention consiste donc à une résection endoscopique des lésions précancéreuses, de sorte qu'on puisse couper cette progression qui veut dire que les lésions passent de l'adénome, adénome avancé, adénome dégénéré et à carcinome invasif, selon les différentes voies de carcinogénèse. Voilà, donc l'objectif de la prévention, c'est donc d'aller couper cette séquence ici. Comment y parvenir? Donc, c'est habituellement d'abord par une technique qu'on appelle une mycosectomie. Là, je vous mets plusieurs photos qui montrent plusieurs séquences d'une mycosectomie. Donc, il y a un polype qui a été découvert en coloscopie. La mycosectomie a consisté d'abord à surélever cette lésion-là, dans un second temps, en passer une anse et grâce à un bistouri électrique, à pouvoir réséquer la lésion et on voit que là, la lésion n'y est plus. Donc, mycosectomie, très important. À côté de la mycosectomie, pour des lésions beaucoup plus grandes, parfois des lésions qui sont planes, une technique beaucoup plus poussée et beaucoup plus compliquée d'exécution, ça s'appelle une dissection sous-muqueuse. Donc, la lésion a été identifiée là. Voilà, là, on a procédé à la dissection sous-muqueuse. Voilà les résultats à fin des procédures. Et voilà la lésion qui a été réséquée. À côté de la technique endoscopique, depuis un certain temps, on a commencé à étudier la place de la chimioprévention dans la survenue des cancers colorectaux. Donc, il y a un traitement chimiopréventif doit pouvoir être efficace en termes de diminution d'incidence colorectale, facile à appliquer et à administrer, et surtout, il ne doit pas pouvoir nuire aux patients. Plusieurs choses ont été essayées, notamment l'utilisation de l'aspirine, comme l'aspirine junior, mais les autres anti-inflammatoires, certains régimes, certains compléments et les folates.
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a constaté que l'aspirine avait quand même été la molécule la plus étudiée dans cette indication-là. Et il y a une efficacité qui est largement démontrée dans plusieurs cohortes et certaines sociétés savantes les recommandent en termes de prévention, de prophylaxie, chimioprévention par rapport à la survenue des cancers colorectaux. Les autres substances qui ont été étudiées, mais avec une efficacité incertaine, c'est notamment la consommation du thé, des cafés, certaines vitamines, l'ail, le calcium et d'autres, et des médicaments qui n'ont pas montré des effets, c'est notamment la vitamine C, certains antioxydants, les bêta-carotènes et les séléniums. En conclusion, donc les dépistages et la prévention sont des techniques qui sont efficaces par rapport à la lutte contre les cancers colorectaux. Et nous avons vu que les cancers colorectaux, c'est une maladie qui est très fréquente, qui peut être potentiellement grave. Nos collègues vont pouvoir dire un mot là-dessus. Les dépistages doivent être stratifiés selon les niveaux des risques. Il faut classer les patients en 3 catégories, les risques moyens, les risques élevés et les risques très élevés. À partir de là, pouvoir planifier la réalisation de la coloscopie. Et une fois que la coloscopie détecte une lésion précancéreuse, ben, il faudra procéder à une résection endoscopique, soit par mycosectomie, soit par résection sous-muqueuse. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, docteur Onseret. C'est très clair comme présentation. Je propose que les 3 présentations se fassent dans la foulée et puis on fera la série d'échanges pour la suite. Je pense que les uns les autres se sont rendus compte qu'on était bien à la fin du mois de mars, mars bleu. Je me suis toujours demandé d'ailleurs pourquoi on n'avait pas mis mars rose pour que la fête de la femme corresponde aussi au mois de dépistage du cancer du sein. Enfin bref, mars est bien réservé au dépistage du cancer du côlon ou colorectal, mars bleu. Et donc, c'est dans ce cadre-là, je crois que docteur, l'équipe Substance Grise donc, a organisé cette session. C'est très bien. Docteur Montserrat a fait la synthèse à la fin pour des éléments importants. La petite nuance, c'est que tous les chiffres qui ont été donnés, pour la plupart, ne nous concernent pas. Nous ne savons pas encore très bien quels sont nos vrais chiffres en République démocratique du Congo. Et ça, l'équipe a comme mission de préciser ces éléments, même si le registre qui commence à être mis en place avec donc le centre régional, le CRLC, Centre régional de lutte contre le cancer, en accord avec la Ligue nationale de lutte contre le cancer, dont j'assume aujourd'hui la présidence en intérim. Donc les jeunes, là, il va falloir se bouger, hein, qu'on mette de jeunes qui prennent le relais. Il faudra qu'on ait des chiffres. Et je finis par ce qu'a dit le docteur Monser, et il a fait allusion à une étude que nous avions fait à l'époque, au bout d'1 an, des pratiques de la clinique Marie-Yvette. Ben là, maintenant, c'est bientôt 10 ans. Et nous avons toujours un registre des cancers qui est tenu. Ça serait bien, docteur Monserrat, de coordonner, de voir avec docteur Matimbo, docteur Ndarabou et les autres, de répertorier ce registre qui est à jour, tenu jusque-là par le docteur Leleke, refaire les chiffres, actualiser les chiffres et tirer de ce gros lot les cancers colorectaux. Ça pourra mettre peut-être d'actualité ou d'affiner les chiffres. On y reviendra après. Pour les jeunes, retenez que cette maladie existe bien chez nous, alors que nous avons de plus en plus des outils. C'est bien codifié qui doit être dépisté, même si nous devons être beaucoup plus larges chez nous. On constate que les cancers sont souvent plus précoces et donc peut-être avoir un dépistage facile dans notre milieu pour ne pas passer à côté des cas précoces. Mais je pense qu'on reviendra dans la discussion. Le docteur Matimbo, je pense que vous êtes prêt. Tout à l'heure, on n'a pas pu bien vous écouter à la fin. Vous m'entendez? Docteur Matimbo? Allô, allô? Allô, allô? Docteur Monserrat, vous m'entendez? Docteur Monserrat, m'entendez-vous?
Docteur Mango, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est bon là? Non? Toujours pas? Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, 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 attendez. Ah, parce que vous êtes supprimé. Ok, Mango, il est où là? Mango. Est-ce que vous m'avez entendu jusqu'à la fin? Docteur Mango? Non, pas encore. Je cherche. Mango, il va être où? Vous n'êtes pas connecté? Ah, substance grise, ok. Où est-ce que j'ai vu ça? Substance grise. Ah, substance grise, ok. Donc, qu'est-ce que je mets? Réactiver le son. Demandez réactiver le son, c'est ça? Non, je vous nomme comme animateur. Qu'est-ce que je fais? Ok. Vous voulez changer l'autre? Choisir celui-là. Oui, oui. C'est bon? Vous l'avez? Merci, Ok. merci beaucoup. Je vais le docteur. Docteur Matimbo, à Alors, vous. docteur Martimbo. Oui, mais est-ce que, docteur Mango, Oui, oui, professeur. comment j'ai fait après? Coupez pas le Oui, son, hein, pour que je continue de suivre, hein. D'accord. oui, professeur. Ok, docteur Matimbo, vous nous suivez? Je suis là, professeur. Vous m'avez bloqué les sons là. Docteur Matimbo a un problème technique, Maintenant, ça va, c'est Non, je bon. suis là, professeur. mais je l'entends pas. Docteur Matimbo, Pouvez-vous vous Je rapprocher suis de là, votre professeur. machine, s'il vous plaît, docteur Matimbo? Oui, Veuillez vous rapprocher de votre machine. Vous êtes loin de votre machine, s'il vous plaît. Docteur Matimbo, vous êtes là? Oh, il est parti. ah, Oui, il est là. Il est là. Docteur Matimbo, vous êtes là? oui, je suis là. Vous êtes très loin de votre machine. Ben là, je suis proche là. D'accord. Vous Alors, m'entendez là? il vous entend? oui, Bonsoir, mais professeur. Oui, bonsoir, mais on vous entend de loin. Je ne sais pas par rapport au technique, je ne sais pas, mais moi, je suis proche de ma machine. Ah, Bah, professeur, moi j'entends très bien docteur Matimbo. Je ne sais pas si Ah bon? bon. peut-être les niveaux du son de votre ordinateur est Docteur peut-être. Monserrat, tu veux dire que le problème, c'est chez moi. Non, il y avait un petit problème. Maintenant, ça va un peu. J'irai pas jusque-là, Est-ce qu'il professeur, m'a, mais j'arrive à entendre est-ce que, Matimbo correctement. Je peux projeter, je peux partager son écran, s'il vous plaît. oui, D'accord. Est-ce que vous voyez l'écran? je vois l'écran. D'accord. Docteur Matimbo, à vous. Bonsoir, professeur, bonsoir, merci pour la parole. Merci, Jared Mango. Aujourd'hui, c'était prévu pour la sensibilisation concernant Mars bleu, le cancer colorectal. Alors, les objectifs de cette soirée, c'était essentiellement pour la sensibilisation, sensibiliser la population et sensibiliser en plus les sociétés savantes, sensibiliser les entreprises ou les institutions hospitalières pour encourager ou motiver ou encourager les dépistages des cancers colorectal. Docteur Mango, Oui. diapositive, s'il vous plaît. Alors là, j'ai parlé des objectifs.
Il n'y a aucun lien d'intérêt dans ces dias. Aujourd'hui, on devait parler de l'étiologie, la physiopathologie, ainsi que les circonstances des diagnostics des cancers colorectaux. Docteur Mango, j'ai parlé des objectifs déjà, des dias. Alors, le cancer colorectal, si on peut parler par définition, c'est une croissance exponentielle de cellules à partir des parois internes du côlon et du rectum. Ça peut même atteindre le niveau du canal anal. Alors, cette croissance exponentielle, et on peut voir dans l'autre image qui vient après, ça peut toucher les différents segments. On a les segments proximal, transversal, descendant, ainsi que sigmoïde et le côlon et le rectum. Docteur Mango. Et là, je viens de parler de ces diapositives. Donc, vous voyez bien comment ça progresse et ça nous permet aussi de voir la classification des cancers colorectaux. Suivant dia. Alors, ce qui concerne la physiopathologie, on ne va pas être plus exhaustive. Nous disons que la formation du cancer colorectal, c'est un processus multiple étapes. Ça tient de multiples étapes. Ça commence par une croissance anormale des tissus à partir des parois internes du côlon qu'on appelle le polype. Là, on est en un stade un peu précoce. Et ces stades, ça peut étendre, ça peut évoluer, ça peut prendre le sang et aller envahir d'autres organes qu'on appelle des métastases. Bien, s'il vous plaît. Et là, ce processus de transformation, ça peut prendre plusieurs années, 5, 10 ans. Une fois effectué, ça devient un cancer qui progresse, la paroi, et l'envahissement des organes. Là, on a une illustration. Vous voyez un polype qui est là, et avec même un pied qu'on appelle le polype pédiculé. Là, on peut voir avec le docteur Mousséré la prévention, on peut réséquer, on soigne, et le cancer en stade précoce. Les dias qui suivent, docteur Mango. Docteur Mango. Docteur Mango. Alors, la plupart de ces cancers sont des cancers liés du tissu glandulaire, dans 95% des cas qu'on appelle les adénocarcinomes. Et j'ai parlé de la prévention, si on fait l'ablation de la phase précoce, ça peut nous aider à prévenir ces cancers colorectaux. Alors, sur le plan génétique, on peut avoir des anomalies génétiques, ça peut nous aider à différencier diapositive deux types de cancers colorectaux. Docteur Mango. Des types, il y a des cancers colorectals liés à l'instabilité chromosomique, c'est dans 85% des cancers, et le cancer lié à MMR, ou de l'instabilité microsatellite, qu'on appelle MSI positif, c'est un cancer à 15% des cancers colorectaux. Alors, du coup, docteur Mango. Alors, à ce qui concerne, si on prend l'instabilité chromosomique, ce qu'on appelle voie suppressible, nous voyons la protéine P54, c'est la voie d'inactivation du gène TP53, qui se localise au niveau du barreau du chromosome 17. Si cette voie est inactivée, on peut arriver à des proliférations de cancers colorectaux. Et deuxièmement, toujours dans les stabilités chromosomiques, on peut assister à des mutations génétiques des suppresseurs, là, des APC, associés dans 80% des cancers colorectaux sporadiques. Tiens. Docteur Matimo, s'il vous plaît. Oui. Docteur Matimo, vous êtes là? Oui. Oui, jusque-là, on a du mal à vous entendre. Vous êtes tellement loin, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On a du mal à vous auditionner. On a du mal à vous entendre très bien. Allô? Vous m'entendez? Oui, les sons sont de bonne qualité, mais vous êtes apparemment très loin de la machine. Allô, vous m'entendez? Maintenant, ça va, c'est bon. On continue.
Alors, l'instabilité, je parlais de l'instabilité chromosomique, ce qu'on appelle la voie suppressive. Et deuxième voie, c'est la voie, là, il n'y a pas des MSI. Voie des MSI, diapositive, s'il vous plaît. Là, on a, là, j'ai parlé des KRAS, ça touche la voie de MAP kinase, de signalisation, c'est à peu près 30 à 45% des cancers colorectaux. Dans cette mutation, généralement, on cherche, on demande actuellement dans l'immunothérapie pour inhiber, donc le rôle c'est anti-EGFR, dans le monde de croissance de génétique. S'il vous plaît. Deuxième type de cancer colorectal, c'est le plan physiopathologique à propos des anomalies génétiques. Docteur Mango, tu pars vite. Docteur Mango, reviens. Voilà. Docteur Mango. Alors, l'instabilité microsatellitaire. Donc, dans l'instabilité des microsatellites, la MSI, c'est souvent quand on fait l'anapathe, on demande ça toujours, et ça intervient dans des tumeurs en proportion de 15 à 20% de cancers colorectaux. Et quasi-totalité dans des cancers colorectaux qui surviennent dans le contexte des syndromes de Lynch. Suivant, diapo. Sur le plan étiologique, l'étiologie est très complexe. Ici, dans ce cas, comme c'est très complexe, on a des facteurs de risque de cancer colorectal. Le premier facteur sont les facteurs liés aux patients, les facteurs liés aux facteurs environnementaux, ainsi que les facteurs génétiques. Quand on se rappelle de la physiopathologie, nous avons de mutations génétiques qui s'associent au cancer colorectal, telles que les mutations au niveau APC, des P53, des TAROS et des BRAF. Deuxièmement, sont des facteurs de risque liés aux patients. Diapositive. Les facteurs de risque liés aux patients, nous avons l'âge. Dans 90%, les cancers colorectaux surviennent au-dessus de l'âge de 50 ans. Alors, les études menées en Europe, et c'est ça que le docteur Mousser vient de parler, c'est à partir des 50 ans, mais à Los Angeles, les études américaines montraient que ces cancers arrivent aussi à l'âge très tôt, à partir des 40. C'est pourquoi vous verrez les dépistages des cancers colorectaux aux États-Unis, ça se passe à partir des 40 ans, mais en Europe, c'est à partir des 50 ans. Chez nous, on ne sait pas encore, mais on trouve avec professeur Chipi plus des cas des cancers colorectaux à l'âge un peu plus bas aussi chez nous. Et sur le plan, le facteur personnel, les sexes masculins interviennent. Les antécédents familiaux des cancers, si vous avez un antécédent de cancer de sein, de cancer de prostate, ça fait partie, et pour dire que ces patients ont un antécédent. Et antécédents personnels, en cas de polypose familiale, en cas de polypes supérieurs à 10 mm, ça peut déjà vous permettre de penser que ces patients sont des patients à risque. Des maladies inflammatoires chroniques des intestins, maladies de Crohn, rectocolite hémorragique, ça intervient aussi en termes de durée dans le suivi. C'est pourquoi ces patients devaient être suivis vraiment de façon vraiment précoce pour éviter aussi les cancers colorectaux. Diapositive. En dehors des facteurs de risque personnel, nous avons des facteurs environnementaux et des styles de vie. Là, on tient compte de l'inactivité physique, l'obésité, puisque actuellement, l'obésité favorise aussi l'éclosion des cancers à cause de l'insulinorésistance. Les autres facteurs environnementaux, nous avons les diètes. Donc, les gens qui mangent bien mal, beaucoup gras, moins de fibres, et ces gens-là développent aussi les cancers colorectaux.
Aussi, nous avons d'autres facteurs de risque parmi les études qui ont montré que les patients qui prennent l'alcool de façon excessive et aussi des gens qui prennent les tabacs et développent plus des cancers rectales que les cancers du côlon. Donc là, c'est en termes de quantité et en termes de durée. Diapositive. Diapositive. Alors, à ce qui concerne les circonstances de découverte et les diagnostics, nous voyons qu'il n'y a pas de signes spécifiques de cancer colorectal. Du moins, nous allons essayer un peu de parler, selon l'étude, nous ont montré certaines alertes par rapport au cancer colorectal. Là, nous avons, si vous avez des symptômes en rapport avec des troubles digestifs récents et en termes de constipation ou une alternance constipation-diarrhée d'apparition récente qui s'aggrave, ça peut déjà vous orienter. Les patients qui présentent de diapositives, docteur Mingo, patients qui présentent des nausées, des vomissements, ce sont des patients, le cancer colorectal, ces cancers, en fait, c'est une inflammation au niveau du tube digestif. Toute irritation au niveau du tube digestif peut entraîner des nausées et des vomissements et tantôt des diarrhées des patients. Les patients qui ont des syndromes rectales constitués de faux besoins, des ténèbres, des patients qui ont des sensations d'évacuation incomplète du rectum, des patients chez qui on voit la présence du sang dans les selles, donc quand il y a des rectorragies, des mélénas, des patients qui ont des douleurs abdominales ou rectales. Dans ces patients, on doit tenir compte, ils vont y penser des troubles digestifs pareils, il faut penser aussi à ces cancers. Et les patients qui ont une alternance, une altération plutôt de l'état général, là, en termes de perte pondérale inexpliquée, en termes d'anémie sans cause évidente, patient qui est fatigué avec une asthénie, et alors ces patients, c'est parmi des gens qui ont voué à faire aussi le dépistage. Patients à l'examen clinique chez qui on palpe une masse abdominale, qui ont touché rectal avec un examen bien établi, et on trouve une masse, donc il faut penser à un cancer colorectal. Diapositive. Docteur Mango. Alors, en gros, il n'y a pas de symptômes spécifiques concernant le cancer colorectal. Seule une consultation médicale bien orientée, avec des examens spécifiques très bien orientés, vont permettre à affirmer ou à confirmer les diagnostics. Alors, le bilan du cancer du côlon, et ça tient compte à des groupes, à deux étapes. Il faut faire les repérages de la lésion et définir les critères histologiques. Après une il vous reste deux, 3 minutes, docteur Mathimbo. 3 minutes. Merci, professeur. Après un très bon examen de biopsie obtenu par une coloscopie. Quand vous faites une coloscopie, vous repérez, faites des biopsies et l'histologie, les critères histologiques vont nous permettre à poser les diagnostics. On va faire deuxième étape, un bilan sanguin qui va nous permettre d'évaluer l'état général du patient et un bilan d'extension. Docteur Mamou, diapositive. Alors, l'examen des références, ici, après tous ces symptômes, c'est la coloscopie qui reste l'examen des références. Ça va nous permettre de voir l'aspect macroscopique de la lésion, sa topographie, l'histologie après biopsie, et puis l'existence des lésions associées. Donc, on peut voir d'autres polypes bénins de loin, et puis d'autres cancers synchrones. Diapositive, docteur Mango. Alors, on ne peut pas oublier que ici, la confirmation des diagnostics, c'est l'histologie. Les pathologistes, ils sont là, ils interviennent pour nous donner des diagnostics
des confirmations. Alors, ce qui concerne les bilans d'extension, on fera un scanner thoraco-abdominopelvien, une échographie hépatique, ça peut nous aider aussi, l'IRM hépatique au cas où on n'arrive pas, ou si les patients ont contre-indication d'injection, et la scintigraphie osseuse pour voir aussi des métastases osseuses. Diapositive. Alors là, ces tableaux, ça montre les sites de localisation, des fréquences aussi, des métastases au cours des cancers colorectal. On peut avoir dans 35% sont des métastases hépatiques, 19% pulmonaires et rétropéritonéales. Et vous voyez, sur rénal aussi, on peut arriver à avoir autour de 1 à 2%. Alors là, ça nous montre, après c'est bien, il y a une classification. Quand vous posez des diagnostics, il faut classifier ces cancers sur la classification des TNM et la classification des AGCC. Et là, ça nous montre comment l'évolution des cancers colorectaux, et ça commence au stade un peu inférieur, c'est nos TNM, jusqu'au stade 4. Diapositive. Alors là, ça nous montre aussi, j'ai montré déjà ces tableaux avant, mais là, ça nous permet de voir la classification du stade 0 jusqu'au stade 4. Et le stade 4, ça nous montre qu'il y a la propagation du cancer au niveau ganglionnaire et au niveau lymphatique, de le stade 3, et au niveau d'autres organes. Mathimbo, vous pensez à aller vers la conclusion? Merci. Stade 4. Alors, au niveau, docteur Mango. Voilà la classification TNM. Ça nous explique le reste. Diapositive. Tout ça, c'est les stades, comme ça nous montre, le stade 4, le stade éduc, le stade TNM. Et là, et nous voyons que là, le diagnostic, quand vous posez les diagnostics, il faut stadifier. Ça nous permet la prise en charge, soit du côté, vraiment, on sait bien que les cancers colorectaux, la prise en charge est d'abord chirurgicale, la résection, après une réunion multidisciplinaire avec les chirurgiens, les radiologues, ainsi que les pathologistes, et on fait une résection totale. Et nous avons le traitement des cancers colorectaux chirurgical, après chirurgical, médical, non métastasique, on peut faire aussi métastasique, on peut faire la chirurgie. Et puis, il y a un stade très évolué, et là, ça peut faire intervenir un soin palliatif. Et là, le professeur Tchepi et le professeur VI sont là pour mieux nous expliquer. Merci pour votre attention. Merci, docteur Mathimbo, pour cette mise au point. Théoriquement, donc, je crois qu'on a tous bien retenu, on ne doit pas oublier qu'on a des jeunes médecins avec nous, des étudiants, pas de signes cliniques spécifiques. La symptomatologie peut être variée, en fait, en fonction du stade de découverte de la maladie. Ça va aller à de simples troubles du transit, des troubles digestifs jusqu'à l'occlusion intestinale, en passant par de l'asthénie, de l'anémie, pas des signes assez spécifiques. La deuxième chose, l'examen clé, l'examen principal de base, c'est la coloscopie qui va objectiver la lésion, mais elle n'est pas toujours réalisable dans certaines conditions, notamment en cas d'occlusion intestinale pour une lésion proximale. Peut-être qu'on va user d'autres appareils pour faire le diagnostic. Donc, l'examen clé, c'est celui-là, mais l'examen de confirmation, c'est bien sûr le prélèvement et avoir l'histologie. J'espère que, je ne sais pas s'il y a un pathologiste parmi les participants qui aurait pu faire un commentaire là-dessus. Il faut l'histologie. Les examens, dans le bilan d'extension, les recommandations sont toujours très claires. Lorsque vous avez objectivé ou diagnostiqué un cancer du côlon ou du rectum,
Deux organes sont principalement à aller investiguer. C'est le foie. Il a bien démontré dans sa présentation. Et les recommandations parlent encore d'échographie hépatique, hein. Voilà, ça garde encore sa valeur. Évidemment, comme on est dans un monde moderne, que tout est évolué, on a tendance à aller à des examens compliqués. On va faire un scanner, mais l'échographie a sa place. Et le deuxième organe, en termes de fréquence, c'est le poumon, comme il a montré. Donc, un patient chez qui on a diagnostiqué un cancer du rectum ou du côlon doit avoir dans son bilan au moins une exploration, une imagerie qui explore ces deux organes. Évidemment, après, selon la clinique spécifique, on peut s'orienter, être un tout petit peu plus poussé. Et lorsque le patient a un examen qui permet de stadifier la maladie, est-ce que c'est une forme locale, localement avancée, est une maladie qui est métastatique, avec combien de métastases au niveau de l'organe concerné, le foie ou le poumon, on va classer et ça va orienter le traitement. Le cancer rectocolique, en fait, c'est un des cancers qui peut bénéficier de plusieurs lignes de traitement et qui reste encore bénéfique ou efficace, même en stade métastatique, même en stade de métastase hépatique, voire pulmonaire. Nous avons encore il y a encore de l'arsenal thérapeutique qui, grosso modo, peut venir en aide au patient, non pas seulement pour son confort. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Allô? On m'entend toujours? Oui, très bien. Ou Oui, on est ça va, encore dans... professeur. Oui, ça OK. va. Je vous entends, professeur. Voilà. Tout à fait, quel que soit le stade, on ne doit pas se décourager, puisque les lignes, le stade de découverte, d'évolution de la pathologie, des propositions thérapeutiques existent, ou d'un côté pour assurer une stabilité de la maladie, ou alors de l'autre côté lui assurer un confort de vie avec une espérance de vie qui peut encore être plus ou moins long. Ici comme ailleurs, en tout cas dans le monde, plusieurs lignes thérapeutiques peuvent être conduites. Alors, grosso modo, c'est un des cancers, j'allais dire, le plus complet, dont le traitement principal de base, c'est la chirurgie. Pour tout cancer, le traitement d'un cancer, pour la plupart, c'est la chirurgie, hormis quelques exceptions, c'est la chirurgie. Vous avez une boule, vous avez une tumeur, lorsqu'on peut l'opérer et l'enlever, et je vais prendre vraiment des phrases triviales, tôt, sans que ça ait pu avoir de l'extension, ben, on a guéri le malade. Mais lorsqu'on arrive que la maladie s'est déjà étendue ou localement ou à distance, ben évidemment, ça modifie en ce moment-là notre prise en charge. Il y a des maladies, vous savez, comme le cancer du sang ou alors le carcinome épidermoïde de l'anus. Vous savez que ce sont des maladies qu'on peut traiter, guérir ou par chimiothérapie seule ou par radiothérapie seule, le cas du cancer de l'anus, ou alors de combinaison. Le rectum peut passer par la chirurgie, voire une chirurgie précédée pour le rectum par une radiothérapie qui peut être seule ou associée à la chimiothérapie. Le côlon n'a pas besoin de radiothérapie, mais peut aller de la chirurgie jusqu'à des stades avancés, chimiothérapie, combinaison, jusqu'à l'immunothérapie, selon le stade, selon la sensibilité de la tumeur, puisqu'on est à l'ère de thérapies personnalisées, ciblées ou personnalisées selon les comportements immunologiques de la tumeur. Voilà. C'est très bien, docteur Matimo, pour cette mise au point. Théoriquement, c'est le docteur Darabou qui devait prendre la suite. Je ne sais pas si elle est connectée. Je ne l'ai pas entendue. Non. Alors, le docteur Mousseré, est-ce que vous aviez partagé le diapositive qui sont là du docteur Darabou? J'ai un professeur, il me excusez. semble que docteur Darabou a pris les précautions Oui, avec docteur Mango pour le partage. Elle semblerait qu'elle devait oui. enregistrer sa présentation pour que nous puissions OK. l'écouter. Je ne Donc, sais vous pas l'avez, si docteur Mango? Oui, j'en ai. Elle m'a envoyé les dias et Ah, ici les audios. Je vais les correspondre par rapport à chaque présentation. alors, essayez. Sinon, on va faire la présentation. On vous laisse Oui, une minute pour essayer oui, d'harmoniser. On vous écoute. d'accord.
On l'entend de loin. Notamment l'état général du patient, ses comorbidités, ainsi que l'espérance de vie. La surveillance est donc recommandée pour tout patient capable de supporter à nouveau une intervention chirurgicale ou une chimiothérapie. Ainsi, les patients stade 1 bénéficient d'une simple surveillance endoscopique clinique sous-entendue, et ceux découverts au stade 2. Cette fois-là, nous entrons. Est-ce possible d'augmenter le volume ou de rapprocher le micro? Oui. Comme ça, vous m'entendez? Vous attendez? C'est toujours loin? Pendant 2 ans, et le scanner thoraco-abdominal blanc est recommandé pour cette prochaine. Le PET scan est capable de montrer l'intérêt en examen. Vous le suivez, docteur Mango? Oui, il y avait un problème de connexion. Maintenant, on peut continuer. OK. C'est une vidéo de combien de temps, docteur Mango? C'est au total 5 minutes. OK. Est-ce que vous Allons-y. entendez? Vous écoutez bien? Ben non, Pas du docteur, tout. justement, il y a un problème de son. Là, on entend. Ici c'est bon? On entend de loin. Aussi avec la clinique, donc, la radiothoracique est réalisée moins de 30 minutes, puis chaque année pour les Alors, donc là, je ne sais pas si on me suit. Donc là, on explique un peu après le traitement, je crois, hein, où le bilan, là, c'est une exploration préopératoire qui était incomplète, un patient qui venait d'être opéré. Il doit être recontrôlé dans les 6 mois post-opératoire. Habituellement, je conseille, moi, à mon équipe, de le faire dans les 3 mois, parce que s'il faut reprendre le patient au complété, à 6 mois, ça commence à être loin. loin. On va refaire parce que s'il y a une zone qui n'avait pas été explorée précédemment, on complète l'exploration. Pour le dépistage des adénomes, des cancers métaprones, donc qui sont postérieurs. Donc, vous avez les synchrones en même temps, le métachrone un peu à distance. On va faire un contrôle à 1 an, puis à 3 ans, puis à 5 ans. Ça, c'est un protocole un peu européen. On a tendance à être beaucoup plus prudent en Afrique et au Congo parce que nous ne connaissons pas très bien encore l'histoire naturelle, l'évolution de nos polypes, de nos maladies. On a tendance à être quand même un peu prudent, ce d'autant quand le patient ou l'âge de découverte de la lésion est précoce avant 50 ans. Tendance à faire à 2 ou 3 ans, jusqu'à ce qu'ils aient l'âge de 60 ans, avant de passer au protocole européen. Il faut qu'on trouve des recommandations adaptées à notre milieu. Suivant. Voilà. Alors, dans la surveillance, on a tendance à, lorsqu'on fait le diagnostic, de faire un dosage, contrôle d'ACE, et d'autres écoles rajoutent le CA199, mais il n'y a pas d'études qui ont montré vraiment son intérêt pour le CA199. Mais la plupart des écoles le font, tout simplement parce qu'ils ont un intérêt lorsqu'ils ont été dosés avant la chirurgie. Donc, il y a la tumeur en place, on a dosé les ACE et les CA199. Là où prennent de l'intérêt, c'est s'ils sont élevés avant la chirurgie, évidemment, vous allez le recontrôler après la chirurgie et ça a tendance à se normaliser en post-chirurgie. Évidemment, pendant le suivi, s'ils ont tendance à réaugmenter, à se lever, mais ça va vous alerter pour dire qu'il faut peut-être aller explorer, en sachant que ces patients-là sont vus, ils sont en suivi carcinologique hein, tous les 4 à 6 mois, tous les 4 mois en gros, en post-opératoire pendant les 5 premières années. Avant, c'était 2 ans et puis pendant les 3 années qui suivaient, c'est annuel. Mais on sait maintenant pour
entre guillemets, déclarer le patient en rémission, il faut attendre 10 ans. Donc, on a besoin de faire un suivi très resserré pendant les 5 premières années, tous les 3 à 4 mois. Puis après 5 ans, on peut passer à tous les 6 mois. Certaines écoles font de façon annuelle. En tout cas, ne pas avoir son patient, ne pas le perdre de vue. Et les mêmes bilans qui étaient effectués avant chirurgie, en particulier le dosage d'ACE et l'échographie hépatique, vont être répétés tous les 4 ou 6 mois, selon le protocole retenu par l'équipe, et la radiographie thoracique de façon annuelle, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'apparition de lésions nouvelles ou de mouvements, ou sur le plan imagerie ou biologique, vous pourrez vous alerter. Et à chaque fois qu'il y a un doute, ça peut redéclencher un bilan endoscopique de façon plus prématurée que le protocole classique. Suivant. Allô, allô? Alors, l'imagerie, on en a parlé, hein, donc tous les 3 mois qui est marqué ici pendant 3 ans, puis tous les 6 mois pendant 2 ans. C'est un peu l'approche ancienne de 5 ans. Je pense qu'il faut le prolonger, faut aller au-delà de 5 ans, puisqu'on doit être très rigoureux pendant les 10 années qui suivent, même si la deuxième partie, les 5 années, 5 dernières années, on a tendance à être un peu plus relâché tous les 6 mois, pas de façon annuelle, tous les 6 mois, jusqu'à aller à 10 ans. Voilà. La radiographie thoracique, on a tendance, revenez, la radiographie thoracique est plutôt recommandée de façon annuelle. Évidemment, en cas de doute à la radiographie thoracique ou lorsque le patient a une constitution un peu difficile, on n'hésitera pas, évidemment, à passer à une tomodensitométrie, de façon à ne pas passer à côté de lésions éventuellement traitables, voire curantes. Et en cas vraiment de doute, vraiment des cas spécifiques, qu'on a un doute, par exemple, une lésion hépatique, on peut aller jusqu'au TEP scanner, voir l'IRM, mais ça sera des cas vraiment personnalisés. Donc, il faut retenir simplement que dans le suivi, lorsque le patient a été opéré, on a des outils simples, le dosage des marqueurs tumoraux, et principalement, c'est les ACE, qu'on peut faire tous les 3 ou 4 mois, les 5 premières années, peut-être espacé à tous les 6 mois pour les 5 années qui suivent, là où ailleurs, on est à un rythme annuel, un rythme beaucoup plus espacé. La radiothorax a encore toute sa place. Alors, c'est marqué ici, je vois sur la dia 6 mois, mais les recommandations parlaient de 1 an, de façon annuelle en tout cas, et en cas de doute, ne pas hésiter d'utiliser d'autres types d'exploration pour aller voilà, traquer la moindre petite nouvelle lésion parce qu'ils peuvent bénéficier, quel que soit le stade et sa localisation de lignes de traitement. Suivante. Voilà. En conclusion, il disait quoi? Donc, capable de supporter. On va toujours en cancérologie. Je pense que le message simple, c'est que c'est pas au docteur, c'est pas au médecin de condamner le patient, quel que soit le stade, quel que soit le stade de couverte, on doit constamment se poser la question des possibilités thérapeutiques dont on dispose. Et d'ailleurs, si on ne dispose pas, on doit pouvoir dire au patient, voilà, voilà ce qu'on vous a trouvé, dans des termes simples, dans des termes de confiance. Il faut que le patient adhère à la thérapeutique et n'est pas hésiter de lui dire que voilà ce que nous avons encore comme possibilité de traitement et n'est pas hésiter de lui dire parfois, voilà, on peut vous faire tel traitement, mais ce n'est pas faisable chez nous. Si vous avez la possibilité, vous pouvez aller à tel ou tel endroit pour le faire. L'avantage que nous avons maintenant de plus en plus, c'est cette organisation qui est en train de se mettre en place, qui est encore balbutiante, la mise en place de RCP, l'organisation à travers le CRLC, qui incite à travailler vraiment en équipe pour pouvoir prendre des décisions de façon collégiale. Peut-être qu'il faudra qu'on organise des réunions, même des conférences téléphoniques pour limiter le problème de mobilité. En tout cas, il faut qu'on trouve une solution adaptée pour améliorer la prise en charge de nos patients. Alors ici, en bas,
ils ont posé la question, et après 5 ans, je crois que dans le schéma dont je vous parlais, c'est après 10 ans, ben, tant que le patient conserve un bon état général, en tout cas est susceptible de bénéficier d'une ligne de traitement, je pense qu'il faut continuer la surveillance. Bien sûr, de façon un peu plus relâchée, certes, on a quelques patients comme ça, il faut le suivre, ne serait-ce que dans les cadres d'un suivi, je vais dire général, comme je leur dis, un contrôle technique tous les 1 ou 2 ans, selon son état général, selon le problème qu'il pose. Ne pas perdre de vue le patient et lui faire bénéficier de ce qui est possible par rapport à son stade, à la découverte éventuelle d'une récidive ou d'une évolution de sa maladie. Voilà. Y a-t-il une autre dia qui suit? Professeur, Diapositive? je pense que c'est fini. Oui. C'est bon. OK. Alors, je ne sais pas si le professeur V a pu se brancher, parce qu'on lui laisserait un peu de temps. Est-ce qu'il est là? Non, le professeur veille à prendre ses esquisses, il va se connecter pour le webinaire prévu pour le mardi, pour la partie chirurgicale OK. avec les chirurgiens. Très bien. OK. Est-ce que je repose la question? Y a-t-il pathologiste dans la salle? Non plus. Est-ce qu'il y a un oncologue digestif, un oncologue dans l'assistance? Non. Est-ce qu'il y a un radiothérapeute dans la salle? Oui, il est là. Alors, c'est qui? Le docteur, On peut lui brancher son téléphone? oui, je vais activer le micro. Comment il s'appelle déjà? Bonsoir, vous m'entendez? Oui, docteur Van Drom, à vous la parole. Merci beaucoup, professeur et toute l'audience. Merci aussi au Veuillez augmenter le présentateur. volume, s'il vous plaît. Je suis le docteur Pandrom Nakundi Kakonga. Docteur Van Drom, Je s'il vous plaît. viens à peine d'arriver en ville. Docteur Mango. Oui, Je suis oncologue. Docteur Mango. oui, C'est pas à professeur. vous de donner les paroles. Actuellement, je C'est suis pas à vous de examiné. donner la parole. Je suis Qui très a pris ravi la de parole? l'initiative Oh, excusez. que vous avez initiée, C'est professeur, docteur Van Drom, s'il vous plaît. de Docteur Van discussion Drom. sur le cancer digestif et plus particulièrement Docteur le Van Drom, s'il vous cancer plaît. Docteur Vendrome, il nous entend? Oui. Non. Professeur, vous pouvez. Oui, il vous entend. Ah, il nous entend? Bonjour, docteur Vendrome. Allô, est-ce qu'il nous entend? Oui, il était là. Apparemment, il est. Docteur Vendrome travaille où? Apparemment, il est. Docteur Mango? Oui, professeur. Docteur Vendrome, il exerce où? Il C'est est. à Nganda? Il est au centre Nganda? Bon, il n'a pas précisé. Il m'a juste dit qu'il est oncologue. Il est oncologue radiothérapeute. Alors, il travaille où? C'est Il le n'a pas, minimum quand même. Si on doit s'exprimer, on doit le connaître. il n'a pas précisé. Allô? Apparemment, il s'est déconnecté. On peut le revenir plus tard. Docteur Van Drom? Docteur Vendrome, vous nous entendez? Je ne l'ai pas effrayé quand même. On aurait voulu le connaître un peu mieux, qu'il se présente, qu'on sache où est-ce qu'il exerce. Bon, essayez de le rattraper. Quand Oui. vous l'attrapez, on lui redonnera la parole. Hein. Voilà, on vous ouvre, je vous rends la parole. Comment on fait? C'est une séance d'échange. Il y a quelques personnes qui ont peut-être besoin de précision. Le docteur Monserrat, docteur Matimbo, nous sommes là. À vous, l'audience. Qu'est-ce qui compte, qui fait passer la parole? C'est vous, docteur Mango? À Excusez, professeur. l'assistance. Apparemment, il est là, monsieur Van Drom. Le docteur Van Drom. Docteur Vendrome, c'est ça? Oui, Vendrome? oui. Est-ce qu'il m'entend? Vous m'entendez? Bonjour. Bon. Docteur Vendrome, vous nous entendez? Non, il y a un problème technique, là, un problème de son. Son micro est ouvert, plutôt.
Docteur Vendrome? Allô? Essayez de lui parler, docteur Mango. Peut-être qu'il vous entend directement. Oui, docteur Vandam, sûrement il a un problème de connexion. Bon, Il peut j'aurais pas dû intervenir même vers la interrompre. fin. Très bien. Est-ce qu'il y a des échanges? Est-ce qu'il y a des questions, des compléments, des critiques? Voilà. À vous la parole. Qui veut intervenir? Bonsoir, professeur. Bonsoir. Ah, c'est qui à C'est l'appareil? docteur Kamaï. Présentez-vous. C'est Docteur docteur Kamaï, Kamaï. voilà. Docteur Oui. Kamaï, c'est un gastro en spécialisation gastro. Voilà, c'est à vous la parole. On vous écoute. Merci, professeur. Je voudrais savoir si parmi vos patients présentant un cancer colorectal, vous faites aussi la recherche des mutations RAF, MSI, ainsi de suite. Alors, ça devrait être, c'est pour ça que j'ai cherché le pathologiste dans la salle. Vous savez qu'à chaque fois qu'on a objectivé une lésion tumorale colique, qu'on envoie l'échantillon en apate, il faut, c'est obligatoire de rechercher l'instabilité microsatellitaire. Donc, quand j'ai recherché les pathologistes, j'allais leur poser cette question. Est-ce que vous le faites systématiquement ou est-ce que vous attendez qu'on vous le demande? Alors, je vais vous rassurer tout de suite. En Europe, il y a 15 ans, c'est aussi comme ça. On ne le faisait pas systématiquement. On devrait demander. Voilà. Et donc, la prise en charge s'est améliorée, les pratiques sont améliorées. C'est devenu presque systématique de rechercher certaines mutations. On ne recherche pas toutes les mutations d'emblée, mais la mutation au niveau de système MRN doit être recherchée systématiquement dès les premières biopsies. Les autres, le BRAF, le KIRA, sont un peu plus spécifiques dans des cas particuliers. Souvent, j'ai tendance à en discuter avec le professeur Le Goisier avant qu'il le fasse dans ce cas-là. Donc, la recommandation, c'est qu'effectivement, on doit de plus en plus typer l'aspect, caractère immunologique des tumeurs. Ça permettra après à mieux réajuster, adapter le traitement pour la suite. Merci, professeur. Donc, on a retrouvé le docteur Vendrome, non? Oui, il est là. Non? Un autre commentaire? Ah, il est là? Bonjour, Oui. docteur. Bonsoir, professeur. Voilà, docteur, Vendrome, vous exercez où? Vous êtes en Ghana? Vous êtes où? Présentez-vous un peu pour que Oui, tout le monde vous connaisse. Je suis en Ghana. Oui, oui. Actuellement, je suis en Ok, Ghana. En fait, c'est le seul centre où nous avons la radiothérapie, donc Oui, mais vous pouviez très bien intervenir d'un autre pays d'Afrique. Hein. Vous savez, on est en visioconférence. Donc, il n'y a pas de problème. Vous avez donc pris la suite, docteur Dao, c'est ça? Oui, il y a un collègue aussi qui est là, le docteur Youssoufou, et nous sommes à deux actuellement. Ouais. Très bien. Ben, écoutez, vous aurez peut-être un jour l'occasion de faire un peu le tour de 2 ou 3 centres. Venez vous présenter. Qu'on ait le plaisir de vous voir. Hein. Que vous sentiez vous aussi intégré, accueilli. Vous êtes le bienvenu. On n'est pas très nombreux, malheureusement, dans beaucoup de pays d'Afrique, hein, dans les spécialités, où on est environ 16 gastro-entérologues, tous sont regroupés presque dans 3 ou 4 centres. Donc, vous n'aurez pas à faire le tour de tout Kinshasa pour nous trouver. Moi, je serai heureux de vous voir. Alors, dites-nous un peu votre expérience de la radiothérapie, essentiellement le cancer du rectum. Hein, et puis, si vous aviez un autre commentaire, allez-y, je vous laisse 3-5 minutes. Merci. J'ai 2 commentaires. Le premier, c'est pour le cancer du côlon. J'ai apprécié la présentation. Vraiment, merci pour ces présentations qu'ont fait nos experts. Les 2 éléments que je voulais soulever sur cette question, ça concerne la recherche de mutations KRAS au niveau du côlon et de mutations BRAF. Alors, ces 2 éléments-là, actuellement, ce sont des éléments qui nous aident énormément dans la prise de décision. Donc, si on ne vous entend plus, malheureusement. On peut les rattraper. Si, professeur, nous, on l'attend. Vous m'entendez? Voilà. Ah, vous l'entendez? Oui. Oh.
Docteur Vendron, oui, oui, vous parlez du Caras et puis, Oui, je vous oui. entendais plus. Les Et autres vous de entendez. Béra. Ah ouais. Oui, oui. Donc, je Et disais que Béras. oui, Ouais. oui. Si nous avons la possibilité que nos laboratoires sur place peuvent nous aider à y arriver, que nous puissions être capables de faire ces mutations, le BRAF surtout pour les colons droits et les KERAS pour les colons gauches, pour ainsi nous permettre dans la prise en charge. Sinon, tous nos malades ne recevront que la chimiothérapie, alors qu'il y a des thérapies ciblées qui peuvent les aider encore beaucoup plus. Très bien. Je Deuxième donne, remarque. Ouais. ça, c'est un Deuxième premier point. élément. Le deuxième point, c'est pour le cancer du rectum. Comme vous m'avez demandé, et je suis dans la radiothérapie, vous savez aujourd'hui que c'est une petite recommandation que je donnerai à tous les experts gastro-entérologues, que pour les cancers colorectal, la radiothérapie a un rôle très important. Pour Alors, les deux tiers inférieurs. Pour les deux tiers inférieurs. Ouais. Il a un rôle très important et donc nous vous demanderons une certaine collaboration dans la prise en charge de ces patients se présentant avec les cancers du rectum pour que nous puissions avoir des décisions communes où vous voyez notre rôle et où vous pouvez continuer avec tout ce qui est comme traitement après la radiothérapie. Puisque nous avons aujourd'hui la possibilité de faire la radiothérapie même avant d'y aller vers la chirurgie. Donc, il y a plusieurs études cliniques randomisées qui ont donné le preuve d'une radiochimiothérapie concomitante avant la chirurgie et qui donnent des résultats vraiment très, très satisfaisants. Donc, ce sont les deux points sur lesquels je voulais rebondir. Merci beaucoup, professeur. Tout à fait, merci. Exactement. Alors, pour les rectums, pour être encore plus précis, il n'y a pas le choix. Hein. Donc, c'est une radiothérapie après chirurgie, dans quelques cas, une radiochimiothérapie pour les lésions de deux tiers inférieurs. Donc, opérer le patient directement, c'est beaucoup moins bien. C'est moins bien. C'est une perte de chance pour les patients sans lui avoir fait une radiothérapie qui peut être seule ou alors qui peut être associée à la chimiothérapie dans des conditions qui sont précisées. Après, les protocoles sont à adapter selon la disponibilité, l'urgence qu'on a à opérer le patient ou pas, tout à fait. On ne doit pas pouvoir opérer un rectum, en tout cas les deux tiers inférieur du rectum, sans lui avoir donné la chance d'avoir une radiothérapie. C'est une perte de chance. J'allais dire même en avoir discuté. Après discussion, on doit vraiment avoir de bonnes raisons pour ne pas faire de radiothérapie. Et ne pas le faire, c'est pas bien. Alors, on parlait on parlait des marqueurs, hein, donc ils doivent toujours préciser la présence ou non d'instabilité microsatellitaire pour les pathologistes. Peut-être que pendant qu'on en a parlé, vous avez été débranché. Et par contre, pour les prévisions KIRAS, CARAS ou BERAF, souvent, il ne faut pas hésiter d'en discuter, de donner des éléments, comme vous en avez donné quelques-uns d'ailleurs, ou alors d'en discuter avec les pathologistes. On en discute fréquemment avec Professeur Leboisier. C'est dommage qu'ils ne sont pas là pour qu'on précise bien le protocole dans le prélèvement de ce type-là. Tout à fait d'accord avec vous. Et vous disiez qu'il y avait un autre de vos collègues qui est là, il est connecté. Peut-être l'occasion qui se présente aussi. Non? Allô? Allô, allô, on m'entend? Oui, Très bien. professeur. OK. Alors, est-ce qu'il y a un autre intervenant? Je pensais que le deuxième collègue le centre Nganda était là. Sinon, une autre intervention. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Docteur Mango, Oui, vos professeur, il y collègues, il y a des questions, mais il y avait le docteur Tsadi m'avait dit qu'il devait être là. Je ne sais pas s'il est là. Docteur Tsadi et le docteur Makunza. OK, docteur Nsadi est là? Est-ce que docteur Nsadi Bertier est là? Chirurgien digestif? Monsieur le président du Conseil de l'Ordre, une fois, deux fois, trois fois, il n'a pas fini Non. encore la réunion au Conseil de l'Ordre. Apparemment, Et il le n'est pas là. professeur Ntiala est là, c'est ça? Professeur Oui, Ntiala? il était là. Je sais pas. Oui, il est là. Parce qu'il pourrait nous donner quelques aspects hein, sur le plan, c'est un anesthésiste réanimateur,
Peut-être qu'il a Oui, un il est là. commentaire à nous faire. Professeur, on vous écoute. Bonsoir. Allô? Il intervient du Congo ou de France? De France. J'ai ouvert Dites-lui son hein, qu'il a la micro. Il est parole. là. Oui, professeur Professeur, Makunda. ah, c'est dommage. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, il y a une question, professeur. Oh, oui, allez-y. Euh, voilà. Il y a le docteur Bokai qui demande, voilà, bonsoir, cher professeur, merci pour les différentes présentations. J'aimerais savoir par quel mécanisme l'aspirine prévient la survenue du cancer et à quelle posologie? Très bien. Alors, est-ce que je laisse commenter qu'est-ce qu'appelle ça, docteur C'est Montserrat? moi, professeur. C'est Ou moi. sinon, voilà, je vais compléter. Allez-y, C'est moi, docteur. professeur. Oui, oui. Oui, merci beaucoup pour la question. C'est une très bonne question. Déjà, s'il a bien suivi le collègue dans le développement de la physiopathologie des cancers colorectaux par les docteurs Matimbo, il a parlé principalement de deux voies oncogénétiques. Il y a le voie de gène ACP, il y a du gène MMR. Mais quand il est rentré dans les détails, on a vu qu'en fait, il y a les COX-CIP, la voie des COX, qui intervient également dans l'oncogénèse des cancers colorectaux. Donc, vous savez que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ce sont des inhibiteurs des COX. Et donc, en réduisant l'inflammation de manière chronique, ils arrivent à prévenir. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas d'indication, il n'y a pas de recommandation pour donner l'aspirine junior ou les autres anti-inflammatoires dans la population générale en vue de prévenir les cancers du côlon, du rectum. Non, même si euh, cette approche est constatée, ce n'est pas encore rentré dans les recommandations. Peut-être que ça serait à réserver dans la catégorie des populations à haut risque, notamment des patients avec les syndromes de Lynch ou les patients avec polypose adénomateuse familiale où on sait que les risques des cancers montent entre 80 à 100% de cas. Peut-être dans cette population-là, on pourrait tenter à mettre de l'aspirine junior surtout et ne pas généraliser l'administration des anti-inflammatoires pour prévenir les risques dans la population générale. C'est la nuance qu'il faudra retenir. Je ne sais Tout pas à si le fait. professeur a un commentaire. Oui, oui, non, c'est très bien, c'est très clair. Il faut savoir qu'avant d'utiliser l'aspirine, il y a eu des études antérieures qui utilisaient à l'époque de l'arthrocine, qui avaient également donné le même résultat. Euh, Plus récent, enfin récemment, je pense, ça date d'une huitaine d'années. Il y avait également été mené une étude large en France. Me souviens que c'était une équipe parisienne qui avait présenté le résultat, qui montrait sur plusieurs années, hein, qui montrait un réel bénéfice sur la prévention de polypes dans une population, une cohorte qui avait été suivie plusieurs années, mais il fallait le contrebalancer aux effets secondaires. Vous savez que l'aspirine, même junior, même à petite dose, expose tout de même à des effets secondaires de l'aspirine, des INS. Hein. Donc, il fallait balancer pour une population générale, une population tout venant. Là, on n'a pas franchi la ligne pour demander à tout le monde de prendre de l'aspirine pour éventuellement éviter le polype, mais se retrouver pour une hémorragie digestive avec un ulcère qu'on aurait créé. Mais les études ont bien montré effectivement cette protection quand on compare des populations, cette tendance à la protection de l'aspirine, en tout cas des médicaments de cette famille, contre le développement de polypes. Et ces indications restent donc bien, bien limitées dans ce que vous avez dit, hein, en particulier lorsque vous avez des jeunes, nous en avons dans le service qui font des polyposes. Certains sont opérés. Il peut avoir une colectomie théoriquement totale, mais parfois c'est subtotal. Il reste encore avec un moyen rectal. Mais donc, dans leur cas, on peut se poser la question de l'intérêt d'un traitement préventif derrière, parce qu'on sait qu'ils sont à risque de développer d'autres polypes, donc à risque de cancer. Tout à fait d'accord.
D'autres commentaires? Docteur Mathim, vous avez un complément là-dessus? Oui, professeur. Non? Il n'y avait pas de complément? Allô? Oui, Docteur professeur. Mango, Oui, y professeur. a-t-il d'autres Il y a une questions? préoccupation, oui. Vous écoute. Oui, concernant les suivis post-thérapeutiques du cancer colorectal, concernant la présentation de docteur Ndarabou, l'autre fois, dans les nouvelles recommandations qu'elle a y a parlé, quelque part, elle avait dit l'ACE n'est plus recommandé, mais on peut penser quand même à faire sa vérification s'il y a une normalisation de son taux. Alors, je me demande pourquoi l'ACE n'est plus recommandée dans les contrôles, dans les suivis post-PA. Bah parce en fait, toutes les tumeurs ont un certain caractère sécrétant. Ils peuvent sécréter, et donc lorsqu'ils sont fortement sécrétants, par exemple, vous allez avoir un hépatocarcinome avec des élévations très fortes de l'alpha-fétoprotéine, et d'autres qui vont avoir un hépatocarcinome avec un taux d'alpha-fétoprotéine finalement faible, voire normal. Vous voyez? Donc, la cinétique de sécrétion des cancers est très variable d'un groupe à un autre ou d'une personne à une autre. Et lorsqu'on fait des études longues, on n'a pas le sentiment que les patients qui vont récidiver, quand on prend de façon générale, ont une élévation régulière ou rectiligne de leur taux d'ACE. Ça, c'est l'échelon général. Mais on a sur le plan personnel, spécifique des patients, là où c'est très parlant, c'est le cas que j'ai cité tout à l'heure, un patient à qui vous avez fait réaliser diagnostiquer un cancer du côlon, vous faites un bilan complémentaire, un bilan préopératoire, vous avez son taux d'ACE élevé avant chirurgie, il est opéré et vous devez donc le contrôler après chirurgie. Et lorsque ce taux-là se normalise, vous voyez très bien qu'il y a une corrélation entre la présence de sa tumeur et l'élévation de son taux d'ACE. Chez ces patients-là, ça garde son intérêt. Mais ce patient qui a eu un taux d'ACE normal avant la chirurgie, ça va être aléatoire de le contrôler en post-opératoire. Il était normal pendant qu'il avait sa tumeur. Vous voyez? Donc, ça va être difficile de l'interpréter ensuite. Comme ça que dans les récentes études, il y a dans la recommandation, pardon, il n'y a pas cette recommandation impérative de le faire. Mais dans la même salle, moi, j'avais assisté à une séance où on avait parlé de ces recommandations. Et lorsqu'elle avait posé une deuxième fois la question, qui est-ce que continue quand même à doser ces taux d'ACE? Je peux vous dire que là, c'était plus la moitié de la salle, des experts qui continuent à le faire. Hein. Voilà. Il y a les récos et à la pratique. Mais les recommandations n'avaient pas ressorti réellement. La puissance n'était pas là pour dire qu'il avait vraiment un intérêt à le doser régulièrement. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Une autre question de la part du docteur Binda. Allô, professeur? Oui, Oui, je vous suis. Docteur Binda a une question. voilà. Oui, merci pour les différentes présentations. Merci, cher maître. Alors, ma question, c'est par rapport à la survenue de la polypose. La polypose adénomateuse familiale étant une lésion précancéreuse, est-ce qu'à son stade initial d'installation, en fait, est-ce que le système immunitaire n'intervient-il pas pour l'empêcher vers une évolution d'une lésion maligne? Ou soit, dans un certain stade, déjà, le système immunitaire se trouve aussi altéré? Docteur Monserré. Oui, professeur. Docteur Binda, merci beaucoup pour la question. Donc, comme tu l'as déjà dit, en fait, les gènes APC, ça s'appelle aussi gène suppresseur de tumeur. Donc, si ce gène est muté, ça veut dire que l'organisme est dans l'incapacité de supprimer cette tendance à fabriquer des polypes. Donc, finalement, l'individu se trouve avec des centaines, des milliers de polypes qu'on a déjà vu dans le service à Marievette. Et une fois que les polypes sont déjà là,
Et ces gènes APC participent aussi à la sensibilisation immunitaire. Donc, quand c'est muté, ben, l'individu a une réduction de l'action immunitaire au niveau de ces différentes cellules, aussi bien les lymphocytes T essentiellement. Donc, finalement, l'individu est presque piégé, condamné à faire des polypes et ces polypes-là vont évoluer presque inexorablement vers la transformation maligne. Pas tous, pas en même temps, mais on sait que parmi la centaine ou les milliers de polypes qui vont être là, finalement, un ou plusieurs vont finir par redevenir cancer au bout d'un certain temps, malheureusement. Donc, une fois que c'est déclenché, eh bien, ça devient difficile pour l'organisme de contrôler les choses derrière. Je ne sais pas si le professeur aura un commentaire. Non, non, c'est très bien dit. C'est un cas difficile, hein, c'est un cas compliqué à prendre en charge parce qu'il s'agit souvent de patients très jeunes, 17, 18, 20 ans, qui vont d'ailleurs très bien cliniquement, chez qui on découvre brusquement ou des rectoragies, une procidence anale, et à qui on va annoncer des traitements très lourds. J'ai un souvenir, il y a peut-être 25 ans, d'un jeune comme ça en France, 17 ans, qui on avait découvert ça, mais à un stade très avancé. Quand vous le découvrez, vous savez qu'ils vont aller vers un cancer du côlon. Et vous savez que jusque maintenant, dans les recommandations, on dit qu'il faut surveiller et proposer une chirurgie que lorsque vous avez trouvé une lésion au minimum en dysplasie des hauts grades. Bon, je trouve qu'on n'est pas encore, en tout cas nos sociétés ne sont pas encore très courageuses. Vous connaissez tous les cas d'Angelina Jolie, hein, qui s'était fait réséquer ce deux seins, on lui avait retrouvé une mutation qui signait au niveau familial, qui signait quasiment qu'elle fera un cancer du sein. Elle fera un cancer du sein. Et donc, elle n'a pas voulu. On lui a proposé une mastectomie préventive, hein, si je veux dire. Et là, on lui a expliqué, elle a juré qu'elle ne souhaitait vraiment pas faire un cancer du sein. Elle a été opérée avant de faire son cancer du sein. Angelina Jolie, la Jolie qu'on voit très bien, qui est toujours mannequin. Donc, voilà, il a pu faire sa chirurgie pour ses deux seins. En polypose colique, on n'a pas encore, en tout cas, les récos ne nous permettent pas encore cela. Le seul piège, c'est que lorsque vous attendez, vous continuez à surveiller le jeune, ben vous êtes pas à l'abri de découvrir une lésion qui soit évoluée et peut-être qui se manifeste par une atteinte secondaire. Et c'est dramatique. Et donc, lorsqu'on le découvre, comme l'a expliqué le docteur Montserrat, en fait, la machine est déjà enclenchée, il est déjà en désordre, il fera son cancer. On ne sait pas quand, et comme c'est souvent des jeunes, on essaie de gagner du temps, mais ici, le message, c'est qu'attention, à force de vouloir trop gagner du temps, opérer plus tard, on peut condamner les jeunes. Donc, il faut être très clair, être vraiment expliqué calmement à la famille, et en général, en tout cas pour les quelques cas qu'on a eu ici à la clinique Marie-Yvette, les familles ont accepté, ou les jeunes, en tout cas c'est les garçons jusque-là, ils ont accepté volontiers la colectomie subtotale. C'est souvent un peu difficile de leur réséquer leur rectum, qui donne quand même des inconforts sur le plan fonctionnel, qui risque d'être toute la vie là. Mais si vous laissez les rectums en place, ben vous êtes obligé de garder un programme de surveillance et de destruction des polypes dans ce moyen. Voilà. Professeur, Suivant, il y a un commentaire. Oui. Oui, il y a un commentaire, professeur. C'est peut-être un peu plus une question par rapport à votre plaidoyer de tout à l'heure en disant que nos sociétés ne sont pas finalement courageuses pour nous dire ben, allez-y, colectomisez. Mais est-ce que finalement l'hésitation n'est pas liée au fait que, comme vous l'avez dit, c'est des patients très très jeunes et que les coûts d'une colectomie, quoique subtotale, par rapport aux effets secondaires attendus qui vont venir forcément et qui devront faire en sorte que les patients vivent avec finalement très très longtemps, est-ce que ça ne serait pas ça la limite qui ferait que l'on ne soit pas à donner une recommandation très claire dans le sens d'une colectomie ou d'une hémicolectomie avec préservation du rectum? Oui, probablement, tu as raison.
Mais moi, je garde en mémoire, je vois ces jeunes-là, ces jeunes, je crois, il avait 16 ans la première fois. Et puis, en France, hein, il a expliqué, bon, les jeunes, évidemment, à cet âge-là, ils ne sont pas très prêts à prendre des décisions. Il n'en reste pas moins que j'avais revu ces jeunes à un peu plus de 17 ans, mais c'était une forme déjà agressive qui avait atteint à distance et qu'il est mort un an après. Voilà. Donc, on ne peut pas oublier ça. Voilà, c'est bon, on ne peut pas de l'autre côté prendre une décision, une recommandation sur la base d'un cas, mais l'évolution est très, voilà, l'histoire naturelle, cette pathologie, lorsque il y a la polypose, on sait que c'est à tout moment que ça peut dégénérer et être métastatique et derrière, vous perdez le contrôle. Voilà, mais il n'y a pas, il conseille, il propose de faire une mycolectomie, enfin une colectomie préventive, mais évidemment, l'âge jeune, très jeune des enfants et même les parents, hein. Les parents, c'était en l'occurrence des parents à l'époque, de prendre les décisions, mais même les parents étaient, ils l'ont regretté un an et demi plus tard. Mais on ne pouvait vraiment pas leur en vouloir, hein. C'était difficile qu'ils prennent une décision aussi radicale. Professeur? En contrepartie, vous savez, docteur Monserré, nous avons des jeunes Oui, ici, professeur. ils ne sont pas nombreux, mais des jeunes qui ont eu une colectomie subtotale et qui Tout à vont fait. bien. Tout à Voilà. fait, Oui, professeur. professeur. Oui, docteur Monserré, moi, Mathimbo. Oui, professeur. Je voulais un peu rebondir sur cette question à propos on n'a pas beaucoup de cas à propos de colectomie subtotale, mais du moins, j'ai l'image d'un patient ici, un jeune homme de 16 ans, qui a suivi pour Oui, polypose adénomateuse familiale. Il a bénéficié d'une chirurgie subtotale. Jusqu'à présent, il est en vie. Nous avons fait plusieurs fois de coloscopie contrôle. Et là, il est en vie, il évolue très bien sans trouble digestif. Donc, je pense que la façon dont on va essayer un peu de parler avec la famille, et si nous avons un peu plus de cas, on peut faire une étude là-dessus, sur à ben, vous propos d'un savez, cas, on ne peut pas oui, beaucoup mais un ou dire deux cas, c'est oui. déjà beaucoup, hein. Oui. C'est des cas quand même qui ne sont pas très fréquents, effectivement. Même en Europe, dans nos patientèles, ce n'est pas des grands nombres. Alors, peut-être actuellement, avec le développement de la chirurgie cœlioscopique, peut-être que l'acceptabilité de la chirurgie, hein, il y a des équipes qui font des colectomies totales ou subtotales sous cœlioscopie. C'est quand même un élément qui va probablement améliorer l'adhésion au traitement. Deuxièmement, c'est à quoi on assiste à ces jeunes patients. Mais vous voyez, derrière, le suivi n'est pas toujours très régulier, hein. Ils reviennent parce qu'ils ont un peu de rectoragie ou un polype en bas qui fait procidence. Il faut souvent s'adapter. Et le tâche familial, à tous les patients apparentés à cet âge-là, au moins, au moins 5 ans, il faut déclencher le dépistage. Alors, par chance, on arrive à déterminer la mutation ou bien l'anomalie sur le plan génétique. Alors, c'est un peu plus simple pour les patients qui, derrière eux, ils vont bénéficier de cette surveillance. Et pour ces jeunes de 16-20 ans, c'est une surveillance à vie, hein. Il ne faudra pas relâcher. Peut-être par moment, on va espacer, mais ne pas relâcher. Alors, Voilà. Suivant, la place de oui. consultation, professeur, la place de consultation oncogénétique. Ben oui, pour l'instant, vous savez on n'a pas encore cette constellation d'oncogénétique chez nous. Bon, j'espère qu'on va en avoir plus tard parce qu'on négocie beaucoup avec l'équipe de généticiens. Vous savez, qui fait KUL, l'équipe de professeur Lukusa. On va en avoir discuté avec côté côlon et côté drépanocytose. On espère en avoir, mais aujourd'hui, nous n'en avons pas au pays. Et donc, c'est un manque. C'est un manque. Je pense que peut-être qu'on dit qu'il n'y a pas trop de cas entre guillemets génétiques, mais je veux dire, le jour où on aura quelqu'un qui va colliger, réunir tous ces cas-là, on va se rendre compte qu'on va en avoir. Il faudra que dans l'avenir, qu'on ait quelqu'un
qui ait cette orientation. On a des oncologues maintenant, c'est heureux. Il faut qu'on complète la panoplie. Je ne sais pas si C'est quelqu'un a un bien, autre professeur. commentaire là-dessus. Oui, professeur, il y J'ai a des vu questions? rapidement quelques questions dans les chats. Oui, il y a des Oui. questions. Peut-être je voudrais revenir rapidement là, sur ces questions-là, Docteur parce Oui. qu'elles sont quand même Marvel. intéressantes. Oui, Il j'ai nous des reste questions 8 dans le chat. minutes. Ouais. Si je vous permettez que je les lise et qu'on Oui, y Oui, oui, apporte oui. pas de des problème. éléments de Oui. réponse. Donc, alors, il y a un premier collègue qui pose la question de savoir s'il existe une relation entre la sodomie et la survenue des cancers du rectum. Si oui, par quel mécanisme? Alors, je ne Non, sais pas pas, pour le professeur, ce que vous en rectum. pensez, mais en fait, c'est Pas- surtout oui, l'anus avec c'est l'HPV. tout à fait. C'est Tout à surtout fait. l'anus avec l'HPV, ou C'est voilà, porteur de avec les hommes, carcinome pas toujours épidermoïde de l'anus, de l'anus. alors que Exactement. l'adénocarcinome du rectum, il n'y a pas de lien direct. Tout à fait. Il y a une deuxième question d'un autre collègue qui voudrait savoir, étant donné que la symptomatologie est aspécifique, à quel moment il faut orienter les patients vers les gastro-entérologues. Moi, j'ai envie de lui dire qu'il y a toujours dans ces situations-là ce qu'on appelle des signes d'alarme. Voilà, donc il y a des situations où il faut que vous soyez inquiets. Et j'en profite pour dire qu'on voit régulièrement des patients qui traînent notamment des rectorragies depuis un certain nombre de temps, qui sont traités à gauche ou à droite comme faisant une maladie hémorroïdaire avec des traitements soit traditionnels ou voire même par des collègues, hein, sans jamais eu une exploration complète de son côlon. Donc, un patient, surtout d'un certain âge, qui a une rectorragie, même si vous remarquez qu'il y a des hémorroïdes, qui sont souvent des diagnostics quand même assez faciles, vous devez vous assurer de l'absence d'une autre lésion beaucoup plus péjorative au-delà de la région du canal anal. Et quand les patients, en plus, perdent du poids, et quand c'est une constipation qui est récente, qui s'installe chez un patient d'un certain âge, parfois c'est une alternance diarrhée-constipation ou une diarrhée qui traîne, avec surtout de l'amaigrissement, c'est des choses qui doivent inquiéter et faire déclencher une consultation spécialisée pour que les patients bénéficient d'une coloscopie qui peut malheureusement parfois révéler effectivement un cancer du côlon ou du rectum. Donc, je ne sais pas si le professeur a un commentaire en plus Très bien, là-dessus. très bien. Un patient à une rectorragie doit avoir un toucher rectal. Les étudiants, les jeunes médecins qui sont là, il y a plein de patients, comme il a dit, qui naviguent, qui ont vu plusieurs médecins, on leur a parlé de maladies hémorroïdaires, et dans beaucoup de cas, ils n'ont jamais bénéficié d'un toucher rectal. Toucher rectal obligatoire en cas d'anorragie, rectorragie. Deuxième chose, là, vous distinguez un patient jeune. Alors, moi, j'ai tendance à aller très bas, hein. 30 ans, moins de 30 ans, toucher rectal normal. Vous avez le droit de dire, bon, je traite un peu, je considère que c'est une maladie hémorroïdaire. Si vous avez tous les éléments de maladie hémorroïdaire et que vous n'avez pas des signes d'alarme. Au-delà de 30 ans, signe d'alarme ou pas signe d'alarme, vous avez le droit de faire votre traitement hémorroïdaire, mais s'il vous plaît, adressez-les à un collègue spécialiste, qu'il puisse le voir. Et là, le collègue spécialiste, je leur demande d'être large, d'être un peu plus large. Vraiment, nous avons tous vu ici la dernière, c'était une jeune femme de 30 ou 32 ans, mère de 4 enfants, qui avait circulé pendant 8 mois, et quand elle est arrivée, elle n'arrivait plus à s'asseoir sur ses fesses. Elle avait un cancer du bas rectum et qui était déjà évolué. Et ce n'est pas du tout des cas comme ça isolés. Donc, je pense qu'il faut, nos guidelines devront être revus. Voilà, pour l'instant, on est obligé d'avoir une pratique et puis après, il faut faire des études publiées. Mais je pense qu'en dessous de 30 ans, pas des signes d'alarme, toucher rectal normal, vous avez le droit de faire le premier ou le deuxième traitement. Au-delà de 2 traitements, je parle de 1 mois maximum, ça ne passe pas. Référez-le, il doit être vu par un spécialiste. Au-delà des 30 ans, même en dehors de tout ce que je viens de dire, vous pouvez amorcer votre traitement, prenez un avis
C'est un avis. Il va voir le collègue spécialiste, il va l'examiner, il vous renvoie, il doit vous renvoyer le malade. Voilà. Ne jouons pas avec la vie de nos patients. J'ai tendance vraiment, moi j'ai peur parce que je vois des patients jeunes faire des cancers et souvent des cancers évolués. Alors, on ne doit pas être livresque, extrapoler les protocoles qui sont à l'extérieur chez nous. Ça nous donne une certaine orientation, mais c'est à nous d'affiner les protocoles et les adapter chez nous, en faisant des études, bien sûr. Voilà. Donc, on va sûrement être un peu excessif au départ, mais c'est comme ça que c'était dans d'autres pays. Voilà. Moi, j'ai vécu l'époque où les coloscopies, c'était tous les ans, après c'était tous les 2 ans, après c'était tous les 3 ans, après c'était tous les 5 ans. Et vous savez que les Américains, ils ont un autre schéma maintenant passé à 10 ans, avec d'autres précautions intermédiaires. Ils s'adaptent à leur population. Ça sera aussi en Afrique, dans nos pays, de faire des études. Mais c'est méfier lorsqu'il y a des signes d'alarme, amaigrissement, une douleur, palpation, une masse, une anémie, biologiquement une asthénie. Alors là, il n'y a même pas à tergiverser. Une maladie hémorroïdaire, par théorie, c'est un diagnostic d'exclusion. Une maladie hémorroïdaire, il n'y a aucun signe d'alarme. Aucun. Aucun. Une maladie hémorroïdaire n'est pas douloureuse. Donc, lorsqu'un patient vient vous dire qu'il a des douleurs au niveau anal et qu'il commence à avoir d'autres signes, non. Une maladie hémorroïdaire, c'est la présence de sang rouge frais à l'essuyage ou éclaboussant la cuvette lors de l'exonération. Point. Si c'est du sang en dehors de l'exonération, c'est pas normal. Si ce n'est pas rouge vif, ce n'est pas normal. Si ça apparaît en début de selle, oui, elle est simple, ces diagnostics-là. Elle est d'exclusion. Elle ne doit pas être le premier diagnostic. On doit s'assurer qu'il n'y a pas autre chose. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions? Oui, professeur, il y a d'autres questions. Il y a une question sur l'alimentation et la prévention du cancer. Je crois que c'est même 2 questions qui vont quasiment dans le même sens. Comment prévenir les cancers par rapport à l'alimentation? Je ne sais pas qui en a parlé tout à l'heure, hein, mais il n'y a pas d'aliment, je prends ça, je n'aurai pas de cancer. Mais Non. on a quand même le sentiment qu'une alimentation riche en légumes, en fruits, quelqu'un qui a une activité physique régulière, quelqu'un qui n'est pas gros, que ces facteurs-là, qui pratiquent du sport régulièrement, que ces facteurs-là sont plutôt protecteurs contre les cancers du côlon, et que l'inverse, c'est qui aiment la viande, qui sont gras, qui sont gros, qui ont un régime plutôt carné et pauvre en fruits et légumes, qui ne font pas d'activité physique, l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, ont plutôt tendance à être exposés, en tout cas à faire plus de cancers. Donc, il y a des facteurs favorisants. Ce pas des facteurs causaux, mais favorisants, en association probablement avec d'autres éléments qui vont conduire à cela. On peut aller plus loin, le tabac ou l'alcool, voilà, ça rejoint grosso modo l'un ou l'autre groupe. Ça, dans les groupes des facteurs favorisants. Oui, docteur Mathim. Oui, professeur. De là, il a posé encore une autre question. Puisque de plus en plus il y a la consommation de charcuterie dans notre milieu, alors qu'est-ce que nous pouvons prendre comme mesure en fait? Puisque là, on rentre en conflit avec des personnes commerciales, et nous allons faire que la science pour dire aux gens ce que vous devez faire à ce qui concerne l'alimentation. Quand vous mangez beaucoup plus gras, il y a risque de la survenue quand on a de plus en plus d'obésité. Et dans l'obésité, il y a l'insulinorésistance. Et là, ça peut vous amener à développer des cancers puisqu'il y aura ouverture de voie. Le MAPkinase qu'on avait signalé ici sur la mutation génétique. Donc, nous, ce que nous allons faire, puisque ces gens sont des entrepreneurs, il faut entrer beaucoup d'argent dans le gouvernement. Alors, nous avons que l'obligation
de sensibiliser la population pour leur dire que voilà, dans les études, comme on montrait que des fibres, ça évite plus le cancer. Mais là, nous n'avons pas le droit de dire à ces gens de ne pas vendre tout ça. Donc, ce n'est pas notre problème sur cette voie-là. Allô, professeur? Allô? Oui, docteur Matimbo, je crois qu'on a perdu le professeur, peut-être qu'il va revenir tout à l'heure. En fait, je vais compléter un peu Oui. ton propos. Non seulement que c'est la viande, la charcuterie et tout, ce qui est en cause, c'est en fait la transformation. Parce que les substances cancérigènes arrivent avec la transformation. Plus les aliments sont hyper transformés, ça veut dire qu'on est parti d'une viande quelconque, il faut la transformer en charcuterie, il faut la transformer en salami, il faut la transformer à autre chose. Ces processus de transformation, c'est ça qui apporte les substances cancérigènes. Et même soi-même à la maison, si on a besoin de préparer une viande qui doit être bien cuite, ce qu'on appelle les barbecues, en fait, ces processus de cuisson à haute température pendant longtemps apportent des aliments qui vont être cancérigènes. Donc, la population doit être sensibilisée, connaître cela. Et comme tu l'as dit, à côté, il y a des aliments qui vont être protecteurs, un régime riche en fibres et ainsi de suite, en sachant qu'effectivement, cette alimentation hyper transformée expose aussi à l'obésité, à d'autres facteurs de risque qui finalement vont contribuer à développer les cancers chez les patients. Ça doit Alors, être très surtout clairement là, dit dans au la niveau de viande la rouge, population. docteur Monserrat. Oui, Docteur docteur. Monserrat. Oui, docteur. Et surtout là, dans la viande rouge, on insiste sur le nitrite, puisqu'on trouve que le nitrite comme substance cancérigène. Donc là, manger trop de nitrite, on peut faire le cancer. On peut, mais c'est une probabilité. Et il y a une semaine, j'ai vu une patiente qu'on a trouvé beaucoup de nitrite. En fait, il ne fait pas des globules blancs de façon élevée, mais il avait que beaucoup de nitrite, sans fièvre, sans d'autres problèmes. Donc, ces patients restent à surveiller. Et tantôt, on ne tient pas compte de ça. On dit nitrite avec globules blancs, on pense à une infection. Mais des patients pareils, il faut surveiller. Alors, de l'autre côté, en ce qui concerne, comme on prépare, on fait tous ces consommations, ce n'est pas lié à nous. Nous n'avons pas le droit de dire à ces gens de ne pas vendre. C'était ça. Alors, je ne sais pas pour l'autre question. Docteur Monserrat. S'il vous plaît, les professeurs veulent parler. On a du mal à... Est-ce que vous arrivez à entendre les professeurs? Non. Moi, non. Jacques réactive son micro. Professeur, apparemment, il y a un problème de votre côté. Il est en train de parler, mais dans le vide, apparemment. Il y a un problème dessus. Bon. Je ne sais pas si quels étaient les timings réservés à la conférence. Ils sont presque à la fin. Il veut dire un mot. Les professeurs veulent dire un mot, mais... On n'arrive pas à l'entendre. Faut pas toucher. Il a dit si vous pouvez conclure. Docteur Monserrat, le prof type a dit si vous pouvez conclure. OK. Merci beaucoup, professeur, pour l'autorisation. Bon, nous remercions Substance Grise de cette initiative qui a voulu vraiment marquer ce mois de mars finissant, mars bleu. Le prof Simpi l'a dit en introduction, est consacré à la lutte contre les cancers du côlon et du rectum. Comme on l'a vu, ce n'est pas une maladie banale, c'est une maladie qui est plus ou moins fréquente, y compris dans nos milieux. Donc, nous sommes tous appelés à être sensibilisés face à ces situations-là. On a vu qu'il y avait moyen de faire un dépistage, de faire de la prévention. Et pour des patients qui sont traités, il faut avoir un suivi
derrière. Merci beaucoup pour votre attention. Merci du temps que vous avez bien voulu accorder à cette session. Et merci Assistance Brise. Et on se retrouve très prochainement Il y a un mot, pour il y a un mot de d'autres la fin, sessions s'il vous plaît. scientifiques. Une communication. D'abord, je tiens à remercier le professeur Timpi pour son temps. Malgré ses multiples occupations, il a vraiment honoré, il nous a honoré par rapport à ces rendez-vous qui a réuni beaucoup de gens et aussi à vous, les différents intervenants. Nous vous remercions beaucoup. Et comme communiqué, nous avons une deuxième session qui sera beaucoup plus chirurgicale, anatomopathologique et aussi radio. Il y aura aussi des gens des radios, des médecins radio, radiothérapeutes qui vont intervenir. C'est mardi. Alors, nous serons avec le professeur Léon Majori de la France, qui est aussi l'un des piliers dans la lutte contre les cancers colorectal. Le professeur Leboisier, il sera parmi les intervenants, qui parlera des aspects anatomopathologiques. Et nous serons avec le professeur Veilly, qui n'a pas pu nous joindre aujourd'hui. Il sera là le mardi. Et aussi le docteur Ntsadi, qui aussi parlera de son expérience par rapport à ces maladies, à cette maladie. Alors, si le temps le permet, nous souhaiterons que vous soyez là pour encore échanger autour du cancer colorectal. Et la vidéo Zoom sera disponible dans les 20 minutes qui suivent et ça sera mise sur YouTube pour plus de détails. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Bye. 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 Merci. Bye, Dr. Mango. Eh, ah.